Lors du dîner de famille du dimanche, mon fils m'a regardé droit dans les yeux et a dit : « Tu n'es rien d'autre qu'une profiteuse. » Pendant un instant, j'ai cru que je l'avais mal compris. J'étais assise au bout de ma propre table à manger. Dans la maison que j'avais payée avec mon défunt mari. Tandis que mon fils de 36 ans y vivait sans payer un centime. Sa femme et son enfant y vivaient aussi. Je couvrais l'électricité, l'eau, Internet, les courses. L'assurance et presque toutes les dépenses qu'ils oubliaient commodément de mentionner. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'était moi la profiteuse. J'ai posé ma fourchette à côté de mon assiette et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as 24 heures pour partir. Les mots sont tombés lourdement. Ma belle-fille, Marissa, s'est figée, son verre à mi-chemin de ses lèvres. Le sourire confiant qu'elle arborait habituellement avec moi a disparu. À côté d'elle, mon petit-fils de 9 ans, Oliver, a baissé les yeux vers son dîner. Voir sa tristesse me faisait plus mal que l'insulte de mon fils. Mais cela m'a aussi rappelé pourquoi je ne pouvais plus céder. 2 ans plus tôt. Lorsque mon fils Daniel a perdu son appartement après une série de décisions financières imprudentes. J'avais immédiatement ouvert ma porte. J'avais 66 ans, j'étais veuve et je vivais seul dans une maison tranquille de banlieue. Je croyais que la famille aidait la famille. Je n'aurais jamais imaginé que la gentillesse deviendrait une invitation au manque de respect. Au début, Daniel a promis que l'arrangement serait temporaire. Il a dit qu'il n'avait besoin que de quelques mois pour se rétablir. Marissa me remerciait constamment. Ils aidaient aux tâches ménagères et traitaient ma maison avec soin. Puis la gratitude s'est estompée. Daniel a commencé à laisser de la vaisselle sale partout. Marissa critiquait la nourriture que j'achetais et exigeait des marques biologiques chères. Ils ont envahi le salon. Invitaient des amis sans demander et agissaient avec irritation chaque fois que je voulais utiliser ma propre cuisine. Lentement, je suis devenu invisible. Je n'étais plus la mère de Daniel. J'étais la femme qui hantait le réfrigérateur, payait les factures, gardait Oliver et restait à l'écart. Ce soir-là, Daniel s'est penché en arrière sur sa chaise et a ri nerveusement. « Maman ? Ne sois pas dramatique. Je voulais seulement dire que tu devrais aider davantage avec Oliver au lieu de passer toute la journée dans le jardin. Marissa et moi. Nous travaillons. » Je me suis levé et j'ai ramassé mon assiette. 24 heures, ai-je répété. Es-tu sérieuse ? A demandé Marissa. Daniel a secoué la tête. Tu te seras calmé d'ici demain matin. Je me suis dirigé vers l'évier de la cuisine. Non, demain soir, j'attends que vos affaires aient disparu. Il croyait que j'avais une explosion émotionnelle. Il supposait que je me sentirais coupable. Que je m'excuserais et que je ferais comme si rien ne s'était passé. Ils avaient oublié quelque chose d'important. J'avais passé toute ma vie à prendre soin des autres. Je savais exactement combien de force il fallait pour arrêter. Le lendemain matin, l'odeur du café emplissait la cuisine. Daniel et Marissa sont descendus en riant comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. Marissa a ouvert le réfrigérateur. « Tu vas faire les courses aujourd'hui ?» a-t-elle demandé. « Nous avons besoin de lait d'avoine et je veux du saumon frais ce soir. » J'étais assise tranquillement à la table du petit déjeuner, tenant ma tablette. « Non. » Elle m'a dévisagé. « Non » a-t-elle répété. « Tu m'as entendu. Je n'ai pas le temps de faire les courses. »« Alors tu devrais commander à manger. » Daniel a froncé les sourcils. « Maman, qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai verrouillé ma tablette et je me suis levé. « Il vous reste 20 heures. Faire vos cartons serait un meilleur usage de votre temps. » Aucun d'eux n'a compris que pendant qu'ils dormaient, j'avais déjà pris des décisions. J'avais annulé la carte de crédit que Daniel utilisait pour ses dépenses personnelles. Je l'avais retirée de mon assurance automobile. J'avais mis fin aux abonnements premium qu'il regardait tous les soirs. Je n'avais pas crié. J'avais simplement fermé toutes les portes qu'ils avaient confondues avec un droit. Daniel a attrapé sa mallette et s'est dirigé vers l'entrée. Puis il a tendu la main vers les clés de mon VUS. Le crochet était vide. « Où sont les clés ? » a-t-il exigé. « Dans ma poche. »
Je suis en retard. Tu peux prendre le bus. Son visage est devenu rouge. C'est mon moyen de transport. Non, ai-je répondu. C'est mon véhicule. Il s'est approché. Je suis ton fils. Et tu es un adulte qui a passé 2 ans à vivre à mes dépens. Marissa a croisé les bras. C'est ridicule. Donne-lui les clés. Je suis passé devant elle et je suis entré dans mon bureau. Avant de fermer la porte, j'ai regardé en arrière. 18 heures. Pour la première fois, l'expression de Daniel a changé. Il commençait à comprendre que je ne leur demandais pas de partir. Je reprenais ma maison. La porte d'entrée a claqué si fort que les fenêtres ont tremblé. De l'intérieur de mon bureau, j'ai entendu Daniel marmonner en se dirigeant vers l'arrêt de bus du coin. Marissa est restée dans la cuisine, ouvrant et fermant les placards avec une force inutile. Je suis retourné à mon bureau et j'ai continué à lire. Pendant 2 ans, j'avais laissé leurs humeurs contrôler l'atmosphère de ma maison. Si Daniel était frustré, tout le monde devenait silencieux. Si Marissa était agacée, je changeais mes plans pour éviter une dispute. J'avais confondu le maintien de la paix avec l'abandon de ma paix. Ce matin-là, j'ai enfin compris la différence. À midi, Marissa est revenue d'un cours de fitness avec 2 femmes qui la suivaient. Leurs rires ont rempli le couloir. Elle avait fait cela de nombreuses fois auparavant. Elle invitait des gens sans demander. Occupait le salon et s'attendait à ce que je disparaisse dans ma chambre, mais ce jour-là, je suis resté exactement où j'étais. Quelques minutes plus tard, sa voix a résonné dans la maison. Clara. J'ai ouvert la porte de mon bureau. Marissa se tenait devant le garde-manger avec les 2 portes grandes ouvertes. Les étagères étaient vides. Où est tout, a-t-elle exigé. La nourriture que j'ai achetée est stockée ailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'elle m'appartient. Son ami se tenait maladroitement près du canapé. Je prévois de faire un plateau de collation, a dit Marissa. Il n'y a pas de fromage, de fruits, ou quoi que ce soit. Toi et Daniel gagnez tous les 2 un salaire, ai-je répondu. Si vous voulez recevoir des invités, vous pouvez acheter votre propre nourriture. Son visage s'est durci. Tu nous as caché des provisions? J'ai protégé des provisions de personnes qui m'insultaient en les mangeant. La pièce est devenue silencieuse. Une de ses amies a pris son sac à main. Je viens de me souvenir que j'ai un rendez-vous, a-t-elle dit. L'autre a rapidement acquiescé. En 1 minute, les 2 femmes étaient parties. Marissa a regardé fixement la porte d'entrée fermée. Tu m'as embarrassé. Tu t'es embarrassé toi-même. Tu es égoïste. Non, ai-je répondu. J'en ai fini d'être utilisé. Elle a attrapé son téléphone. Tu vas regretter ça quand Daniel rentrera à la maison. Il te reste 15 heures. Je te suggère de trouver des cartons de déménagement. Elle est montée à l'étage en trombe. À 14 heures, mon téléphone a sonné. Daniel. Je l'ai laissé sonner avant de répondre. Que as-tu fait à ma carte, a-t-il crié. J'entendais du bruit de restaurant derrière lui. Je l'ai annulé. Tu ne peux pas faire ça. Je déjeune avec des clients. L'addition est de près de $200 et la carte a été refusée. C'est ma carte. Tu m'as fait passer pour un idiot. Ce n'était pas ma responsabilité. Je n'ai pas assez d'argent liquide. Alors résous le problème. Maman. J'ai mis fin à l'appel. Pendant des années, Daniel s'était attendu à ce que je le sauve de chaque conséquence. Chaque fois qu'il faisait une erreur, il m'appelait. Chaque fois que de l'argent disparaissait, je couvrais le manque. Chaque fois que ses choix créaient des problèmes, je réparais les dégâts. Il n'avait jamais appris la responsabilité parce que j'avais toujours amorti la chute. Cela s'arrêtait maintenant. Je suis allé au garage et j'ai sorti les boîtes en carton que j'avais gardées des livraisons. Au cours des mois précédents, je les avais aplaties et empilées à côté d'une vieille armoire. Je les ai montées une par une à l'étage. Puis j'ai placé 20 boîtes vides devant la chambre de Daniel et Marissa. Je n'ai pas fait leur bagage pour eux. Je n'ai pas touché à leurs affaires.
Je leur ai simplement donné ce dont ils avaient besoin pour partir. À 18h ce soir-là, la porte d'entrée s'est ouverte. Daniel et Marissa sont entrés ensemble. Leur visage semblait épuisé. Puis ils ont vu les boîtes. Aucun n'a ri. Aucun n'a fait de remarques sarcastiques. Ils m'ont trouvé assise à la table à manger en train de lire un roman. Daniel s'est approché de moi et a posé les deux mains sur la table. Assez, a-t-il dit. Tu nous as punis. Tu as annulé la carte, enlevé la nourriture et humilié Marissa. Maintenant. Enlève ces boîtes. J'ai fermé mon livre. C'est aussi ma maison, a-t-il poursuivi. Je suis ton fils. J'ai grandi ici. J'ai ouvert un dossier à côté de moi et j'en ai retiré un document. Puis je l'ai fait glisser sur la table. Lis-le. Daniel a baissé les yeux. Marissa s'est penchée par-dessus son épaule. C'était le titre de propriété. J'ai pointé la ligne de propriété. Clara Bennett, unique propriétaire. Daniel a dégluti. Tu n'as pas grandi ici. Ton père et moi avons acheté cette maison il y a 12 ans. Alors que tu avais déjà ton propre appartement. Mais je suis de la famille. Famille ne signifie pas un accès illimité à mon argent, ma maison et ma patience. Sa voix est devenue plus basse. Tu ne peux pas nous jeter dehors. Je vous ai donné 24 heures. Marissa a soudainement souri. Ce n'était pas un sourire gentil. Tu oublies quelqu'un, a-t-elle dit. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Ils étaient sur le point d'utiliser Oliver contre moi. Et ils croyaient que mon amour pour mon petit-fils me forcerait à céder. Mais ils avaient mal compris mon amour. Je protégerais toujours Oliver. Cela ne signifiait pas que je protégerais ses parents des conséquences de leur choix. Marissa a croisé les bras et m'a regardé avec une confiance soudaine. Tu oublies quelqu'un, a-t-elle dit. Daniel est resté à côté de la table, m'observant attentivement. Ils savaient tous les deux où se trouvait ma faiblesse. Oliver, mon petit-fils, avait été la partie la plus brillante de ma vie depuis le jour de sa naissance. Je l'avais tenu dans mes bras pendant ses fièvres, j'avais assisté à ses spectacles d'école. Je l'avais aidé à apprendre à faire du vélo et je l'avais écouté patiemment chaque fois qu'il voulait m'expliquer un nouveau jeu. Ils croyaient que j'accepterais n'importe quel manque de respect pour le garder près de moi. Ils avaient tort. Quelques secondes plus tard, de petits pas ont résonné dans les escaliers. Oliver est apparu dans le couloir. Vêtu d'un pyjama bleu et tenant son renard en peluche contre sa poitrine. Ses yeux se sont déplacés de ses parents à moi. Pourquoi vous disputez-vous, a-t-il demandé. Marissa s'est immédiatement tournée vers lui. Ta grand-mère veut que nous partions, a-t-elle dit. Elle se fiche de savoir où nous allons. Marissa, ai-je dit sèchement. Elle s'est arrêtée. Je me suis approché d'Oliver et je me suis agenouillé jusqu'à ce que nous soyons à la même hauteur. Regarde-moi, mon chéri. Il a resserré ses bras autour du renard. Cette maison sera toujours un endroit sûr pour toi, lui ai-je dit. Ta chambre est toujours ta chambre. Tu peux venir quand tu veux. Et je serai toujours ta grand-mère. Même si maman et papa partent, surtout à ce moment-là. Son expression s'est adoucie. Mais pourquoi doivent-ils partir? Parfois, les adultes oublient que les maisons ont besoin de règles, ai-je expliqué. Tes parents ont besoin de leur propre endroit et de leur propre responsabilité. Ai-je fait quelque chose de mal? Non, ai-je répondu immédiatement. Tu n'as rien fait de mal. J'ai écarté ses cheveux de son front. Ce n'est pas à cause de toi. Oliver s'est avancé et a enroulé ses bras autour de mon cou. Je l'ai serré fort dans mes bras. Derrière nous, la pièce était silencieuse. Daniel et Marissa s'attendaient à des larmes, de la culpabilité et de la panique. Au lieu de cela, j'avais parlé honnêtement sans mettre leurs problèmes sur le dos d'un enfant. Quand Oliver s'est retiré, je lui ai tenu la main et j'ai marché avec lui vers la cuisine. 9 heures, ai-je annoncé. Cette nuit-là, la maison a changé. Le couloir de l'étage s'est rempli du bruit des tiroirs qui s'ouvrent. Du ruban adhésif qui se déchire et des boîtes qui raclent le sol. Daniel et Marissa se disputaient derrière la porte de leur chambre.
Au début, Daniel insistait sur le fait que je changerais d'avis. Elle ne nous mettra jamais vraiment à la porte, a-t-il dit. Marissa n'était pas d'accord. Elle a annulé ta carte et pris la voiture. Elle est sérieuse. J'étais assise en bas avec une tasse de thé. Pour la première fois depuis des années. Je ne me sentais pas responsable de régler la tension autour de moi. Leur panique leur appartenait. À 7 heures du matin, j'ai préparé le petit déjeuner pour moi et Oliver. Daniel est descendu, portant les vêtements de la veille. Nous avons besoin de plus de temps, a-t-il dit. Vous avez eu une journée complète. Nous n'avons pas trouvé d'appartement. C'est malheureux. Tu t'attends à ce que nous emmenions Oliver à l'hôtel? Je m'attends à ce que vous preniez des dispositions responsables pour votre famille. Il m'a dévisagé. Tu t'en fiches vraiment. J'ai posé ma tasse sur la table. Je m'en soucie assez pour arrêter de vous assister. Il a ri amèrement. Pour toi, tout est une question d'argent. Non, c'est une question de respect. Marissa est entrée, portant plusieurs sacs. Nous avons réservé un hôtel pour 3 nuits, a-t-elle dit. Après ça, nous ne savons pas. Vous avez tous les deux un travail, ai-je répondu. Vous pouvez trouver une location. Elle a regardé autour de la cuisine. Tu aimes ça? Non. Cette réponse l'a surprise. Je ne me réjouis pas de vos difficultés, ai-je continué. Je suis soulagé de ne plus avoir à me sacrifier pour les éviter. À exactement 8 heures, la sonnette a retenti. Daniel a regardé vers l'entrée. Qui est-ce? Je me suis levé. Tu verras. Quand j'ai ouvert la porte, un serrurier se tenait dehors avec une boîte à outils. Bonjour, Madame Bennett, a-t-il dit. Je suis ici pour remplacer les serrures. Entrez. Daniel a laissé tomber la valise qu'il portait. Qu'est-ce que tu fais? Les serrures seront changées d'ici 10 heures. Nous sommes encore en train de faire nos cartons. Alors continuez. Marissa est descendue en courant. Tu as appelé un serrurier? Oui. Tu es incroyable. J'ai été clair sur la date limite. Le serrurier a sorti ses outils. Le bruit de la perceuse électrique a rempli le couloir. Daniel a regardé la vieille serrure endommagée comme s'il voyait son dernier espoir disparaître. Tu ne peux pas nous faire ça, a-t-il dit. Je l'ai déjà fait. Tu détruis notre famille. Je l'ai regardé calmement. Non, je mets fin à une situation qui me détruisait. Pendant 2 heures, ils ont fait leur carton sans s'arrêter. Quand les boîtes se sont épuisées, ils ont utilisé de grands sacs noirs. Oliver était assis à côté de moi sur le canapé, dessinant tranquillement. Je lui ai fait un chocolat chaud. Toutes les quelques minutes, Daniel me regardait, attendant que la culpabilité apparaisse. Elle n'est jamais apparue. À 10 heures, la voiture de location était pleine. Il ne restait qu'une chose, le dernier au revoir. Et Daniel croyait encore qu'une dernière accusation pourrait me faire changer d'avis. À 10 heures, la voiture de location était presque pleine jusqu'au toit. Des valises remplissaient le coffre. Des sacs noirs étaient coincés derrière les sièges avant. Plusieurs boîtes en carton étaient posées sur le plancher arrière. Leurs étiquettes écrites à la hâte, avec des lettres inégales. Daniel a transporté la dernière valise à travers le couloir. Puis il s'est arrêté à côté de moi. J'espère que tu es heureuse, a-t-il dit. Sa voix était froide. Mais sous la colère, j'ai entendu autre chose. La peur. Pour la première fois depuis des années. Il n'avait nulle part où se cacher des conséquences de ses décisions. Je l'ai regardé calmement. Je ne suis pas heureuse que nous en soyons arrivés là. Alors arrête-nous. Non. Il m'a dévisagé. Tu choisis cette maison plutôt que ta famille. Je choisis la dignité à l'intérieur de ma propre maison. Tu détruis tout. Non, Daniel. Je protège ce qu'il en reste. Marissa s'est dirigée vers la porte en tenant le sac à dos d'Oliver. Allez, viens, lui a-t-elle dit. Oliver s'est tourné vers moi. Grand-mère, quand pourrai-je revenir? Tu peux venir samedi, ai-je répondu. Nous irons au parc,
et après nous ferons des crêpes. Il a souri. Des crêpes aux pépites de chocolat, bien sûr. Je me suis agenouillé et je l'ai serré dans mes bras. Ta chambre restera exactement comme elle est, ai-je murmuré. Personne ne te la prendra. Il m'a serré fort. Je t'aime. Je t'aime plus que toutes les étoiles. Quand je me suis relevé, Daniel regardait. Pendant un bref instant, sa colère s'est affaiblie. Puis il a ramassé le sac à dos d'Oliver. Nous devons y aller. Ils sont sortis. Je les ai suivis sur le porche. Daniel a ouvert la portière de la voiture pour Oliver et s'est retourné vers moi. Tu regretteras ça, a-t-il dit. Peut-être, ai-je répondu. Mais je regretterai encore plus de me perdre moi-même. Marissa a secoué la tête. Tu aurais pu gérer ça différemment. Vous aussi. Son expression s'est durcie. Tu nous as traités comme des étrangers. Vous m'avez traité comme une servante. Elle n'a pas eu de réponse. Le serrurier s'est approché de la porte d'entrée. Daniel a regardé la nouvelle serrure. Tu as vraiment tout changé. Oui. Le moteur de la voiture a démarré. Oliver a pressé sa main contre la vitre. J'ai levé la mienne en retour. Puis le véhicule a descendu la rue. J'ai regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il n'y a pas eu de larmes. Pas d'excuses dramatiques. Pas de promesse finale que tout redeviendrait normal. La porte d'entrée s'est fermée. Une seconde plus tard, la nouvelle serrure a cliqué. Le son était faible, mais pour moi, il sonnait comme la liberté. Je suis resté dans le couloir pendant plusieurs minutes. La maison semblait étrange. Elle était paisible. Aucune télévision ne hurlait depuis le salon. Personne ne se plaignait du dîner. Personne n'exigeait que je fasse les courses ou que je change mes plans. Le silence n'était pas solitaire. Il était à moi. J'ai traversé chaque pièce. Les comptoirs de la cuisine étaient propres. Le couloir était vide. Le salon m'appartenait à nouveau. J'ai ouvert les rideaux et j'ai laissé la lumière du soleil remplir la maison. Puis j'ai fait du café. Pendant 2 ans, j'avais vécu comme si mon propre confort importait moins que celui de tout le monde. J'avais réorganisé mon emploi du temps. Dépensé mes économies et ignoré les insultes parce que je craignais d'être qualifié d'égoïste. Mais la paix avait un prix. Parfois, ce prix était de décevoir les personnes qui profitaient de votre manque de limites. La semaine suivante, Daniel n'a pas appelé. Il croyait que le silence me punirait. Au début, Oliver me manquait terriblement. Puis je me suis rappelé qu'aimer mon petit-fils ne nécessitait pas de céder à ses parents. J'ai passé la semaine à faire des choses que j'avais reportées depuis des années. J'ai engagé une entreprise de paysagisme pour s'occuper des gros travaux dans le jardin. Je me suis inscrite à un cours d'aquarelle au centre communautaire. J'ai remplacé les rideaux usés de ma chambre. J'ai aussi examiné mes finances. Sans soutenir 2 adultes, j'ai économisé près de $1 500 chaque mois. Pour la première fois, la retraite ne semblait plus effrayante. Elle semblait possible. Un samedi matin, mon téléphone a sonné. Daniel, ai-je répondu. Bonjour. Oliver veut venir. Amène-le. Il y a eu une pause. C'est tout? Oui. Tu ne vas pas t'excuser? Non. Tu ne vas pas demander où nous logeons? Tu peux me le dire si tu veux. Il semblait irrité. Nous avons trouvé un petit appartement. Bien. Nous nous en sortons. J'en suis heureuse. Un autre silence a suivi. Puis il a dit, nous serons là à 10 heures. Quand l'appel s'est terminé, j'ai souri. J'ai préparé les collations préférées d'Oliver et j'ai mis des draps propres sur son lit. À 10 heures, Daniel s'est garé dehors. Il s'est approché du porche avec Oliver. Son salut était rigide. Bonjour. Bonjour. Oliver a couru à l'intérieur. Grand-mère. J'ai ouvert les bras. Le reste de la journée, nous avons joué à des jeux de société. Visité le parc et fait des crêpes aux pépites de chocolat. Daniel est revenu le soir. Il est resté dehors pendant qu'Oliver me serrait dans ses bras pour me dire au revoir.
Avant de partir, mon fils a regardé vers la maison. Tu sembles différente, a-t-il dit. Je le suis. Comment? J'ai enfin appris que l'amour sans limite devient une permission. Il n'a rien dit. Puis il a hoché la tête une fois et s'est éloigné. Cette nuit-là, j'ai fermé la porte à clé. La nouvelle clé a tourné en douceur. Je suis allé me coucher en sachant que ma paix ne dépendait plus de l'approbation de personne. Mais un dernier changement attendait encore. Et il révélerait si Daniel avait vraiment appris quelque chose en perdant la maison qu'il avait tenue pour acquise. Un mois s'est écoulé après que Daniel, Marissa et Oliver ont quitté ma maison. Le changement a été immédiat. Les couloirs ne portaient plus l'attention de personnes s'évitant les unes les autres. Je pouvais cuisiner quand je voulais. M'asseoir dans le salon sans être mise de côté et passer un après-midi dans le jardin sans entendre de plaintes selon lesquelles je perdais mon temps. Plus important encore, j'ai cessé de me sentir comme une invitée dans ma propre maison. Mon cours d'aquarelle est devenu le point culminant de chaque jeudi. J'ai rencontré des gens qui commençaient de nouveaux chapitres après la retraite, un divorce. Une perte ou des années passées à s'occuper des autres. Un après-midi, notre instructeur nous a demandé de peindre une porte. J'ai choisi la porte d'entrée de ma maison. Je l'ai peinte ouverte avec une lumière chaude derrière elle. Puis j'ai peint une petite clé en argent à côté du seuil. L'image me rappelait que les limites n'étaient pas des murs construits pour punir les gens. C'étaient des portes que j'avais le droit d'ouvrir ou de fermer. Daniel a continué d'amener Oliver chaque week-end. Au début, nos conversations étaient courtes. Bonjour. Bonjour. Je reviendrai à 18h. D'accord. Mais lentement, quelque chose a changé. Un samedi, Daniel est resté sur le porche après qu'Oliver soit entré en courant. Pouvons-nous parler, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Nous nous sommes assis sur le banc en bois près de la porte d'entrée. Pendant plusieurs secondes, il a regardé le jardin. Les choses sont plus difficiles que ce à quoi je m'attendais, a-t-il admis. Je sais. L'appartement est petit. Les factures s'accumulent rapidement. C'est ce que l'on ressent avec l'indépendance. Il a eu un rire fatigué. Je suppose que je n'ai jamais compris combien tu payais pour nous. Tu ne voulais pas comprendre. Il a baissé les yeux. C'est juste. J'ai attendu. Puis il a continué. J'étais en colère parce que je me sentais embarrassé. J'ai perdu de l'argent. Vendu ma voiture et je n'ai pas pu garder l'appartement. Vivre ici me faisait me sentir comme un échec. Tu aurais pu me le dire. Au lieu de ça, tu m'as blâmé. Oui. Je t'ai traité de profiteuse parce que je détestais avoir besoin de toi. L'honnêteté m'a surprise. Je ne l'ai pas excusé, mais j'ai écouté. J'ai eu tort, a-t-il dit. J'ai traité ton aide comme si elle m'était due. En effet. Je suis désolé, maman. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Des excuses n'effaçaient pas 2 ans. Elle ne remboursait pas l'argent ni n'enlevait chaque souvenir blessant. Mais c'était un début. J'accepte tes excuses, ai-je dit. La confiance prendra du temps. Je comprends. Le respect n'est pas quelque chose que l'on promet une fois. C'est quelque chose que l'on pratique. Il a hoché la tête. Après ce jour, Daniel a changé par petites touches. Il a commencé à arriver à l'heure. Il a apporté les fournitures scolaires d'Oliver sans s'attendre à ce que je les achète. Parfois. Il demandait avant d'entrer au lieu de franchir la porte comme s'il était le propriétaire des lieux. Marissa est restée distante, mais elle a cessé de faire des demandes. C'était suffisant pour l'instant. Ma relation avec Oliver est devenue plus forte. Quand il venait, nous peignions, cuisinions, lisions des histoires et explorions le parc. Il ne m'a jamais entendu insulter ses parents. J'ai refusé de le faire choisir entre les personnes qu'il aimait. Un soir, il a regardé autour du salon. « Grand-mère, tu te sens seule ?» J'ai réfléchi attentivement. Parfois, ai-je dit, mais être en paix est différent d'être seul. Qu'est-ce que ça veut dire, être en paix? Cela signifie que ton cœur n'a pas toujours peur de la prochaine dispute. Il a réfléchi à cela. Es-tu en paix maintenant?
Oui. Il a souri. Moi aussi. Cette réponse signifiait plus qu'il ne le savait. Des mois plus tard, Daniel a appelé avec des nouvelles inattendues. Il avait remboursé une de ses dettes. J'essaie de tout réparer, a-t-il dit. Continue. Je le ferai. Il a fait une pause. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Je ne t'ai pas abandonné, ai-je répondu. J'ai arrêté de te porter. Il y a une différence. J'avais appris que l'amour n'était pas un sacrifice sans fin. Une mère pouvait aimer profondément et dire non quand même. Elle pouvait protéger sa famille sans leur permettre de détruire sa paix. Le jour où j'ai donné 24 heures à Daniel pour partir n'était pas le jour où j'ai perdu ma famille. C'était le jour où nous avons arrêté de faire semblant. Ils ont fait face aux responsabilités qu'ils avaient évitées. J'ai retrouvé la dignité que j'avais abandonnée. Oliver a appris que les adultes pouvaient fixer des règles sans retirer leur amour. Chaque nuit, je fermais ma porte d'entrée à clé avec ma clé en argent. Je ne me sentais plus coupable. Je me sentais en sécurité. Et chaque fois que je regardais la peinture à l'aquarelle au-dessus de mon bureau, je me souvenais de la leçon qui s'y cachait. Une maison devrait être un endroit où vit l'amour. Mais l'amour ne peut pas survivre là où le respect est traité comme facultatif. Je n'avais pas détruit ma famille. J'avais changé les règles qui nous faisaient du mal. Pour la première fois depuis des années, ces règles nous permettaient à tous de respirer. Le printemps suivant, Daniel est arrivé tôt avec Oliver. Il portait un petit rosier en pot et se tenait tranquillement sur le porche. « C'est pour ton jardin », a-t-il dit. Je l'ai accepté. « Merci. » Il a regardé vers la maison. « Pouvons-nous entrer ?» Je me suis écarté. « Oui, vous pouvez. » Mais cette fois, l'invitation n'était pas présumée. Elle était donnée, et cela faisait toute la différence. Tandis qu'Oliver courait vers la cuisine, Daniel suivait plus lentement. Il s'est arrêté à côté de l'aquarelle au-dessus de mon bureau. « Tu as peint ça ?» « Oui. »« Ça a l'air paisible. »« Ça l'est. » Il a souri faiblement. Pour la première fois depuis des années, j'ai cru que notre famille pourrait devenir plus saine. Non pas parce que j'avais tout sacrifié, mais parce que je leur avais finalement appris que l'amour et le respect devaient coexister. J'ai pris la clé en argent sur la table et je l'ai mise dans ma poche. Ma maison était toujours ouverte, mais maintenant mes yeux l'étaient aussi. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.